Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, salut les copains, salut les copines. Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, une rapide introduction. On a donc fondé le site superphysique.org en 2009 afin de démocratiser les bonnes connaissances selon nous pour progresser sans dopage. Parce que au début des années 2000, on a appliqué plein de mauvais conseils issus principalement de pratiquants dopés qui se disaient naturels, et ça nous a fait perdre du temps, ça nous a coûté des blessures. Encore aujourd'hui, a priori, on en paye les conséquences. On en reparlera un petit peu après. Et donc avec ce site, au fil des années, après avoir écrit des milliers d'articles, fait des centaines et des centaines de podcasts, plus de 1000 vidéos, eh bien, on a aussi des projets entrepreneuriaux qui sont développés, comme notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, où on propose surtout des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé et bio quand on le peut. Il y a également une application, SP Training, qui est disponible sur les stores, le Play Store et l'App Store, qui est un vrai coach dans votre poche. Je vous invite fortement à l'essayer. Il y a une partie gratuite qui fera office de super cahier d'entraînement. Et si vous prenez la version payante pour 2,50 € par mois, donc pas grand-chose, elle vous dira même quoi faire à chaque séance en termes de charge, de série, de répétition, de temps de récupération. Donc, autant dire que c'est un vrai coach dans votre poche. On a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy. Vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage ou si vous êtes à Annecy toute l'année et que vous cherchez une salle un peu différente. Dans ce cas-là, il y a un lien pour me contacter dans la description. Et également la Villa Super Physique, d'où je fais ce podcast et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours. Donc pareil, n'hésitez pas à me contacter si cela vous intéresse. On verra ce qu'on peut faire ensemble. Et enfin, plus personnellement, on a chacun nos sites respectifs. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr. Vous avez retrouvé son livre du même nom, mais également plein d'articles sur la musculation avec peu de matériel, la musculation minimaliste. Et de mon côté, j'ai mon site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations, dont mes 2 derniers livres, le guide de la sèche naturelle et le guide de la prise de masse naturelle, mais aussi des formations, comme je disais, notamment en fonction de la morpho-anatomie, pour apprendre à s'analyser, à s'entraîner en fonction, avec l'intégralité de tout ce que je propose et plus encore dans la formation Superphysique sur méthodesp.rudykoya.com. Et donc, dans ces podcasts, chaque semaine, depuis maintenant plus de 5 ans, on vous partage notre actualité, mais également, on essaye de répondre à des questions qui nous sont posées sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web. À ce sujet, avant qu'on attaque, la semaine dernière, vous avez été nombreux ce coup-ci à vous manifester pour des podcasts hors série, donc où je répondrai exclusivement à des questions de musculation, plus en détail. Ils vont bientôt apparaître. Je vais bientôt prendre le temps de les faire. Là, j'ai encore pas mal de cours avec mes élèves en BPGEPS, mais à partir du 8 décembre jusqu'au 3 janvier, j'ai pas de cours à donner. Donc, j'aurai un peu plus de temps et donc je vais essayer de faire. Je m'engage à faire au moins un épisode hors série par semaine. Si Fabrice est là, sinon ça remplacera l'épisode de la semaine si Fabrice n'est pas là, parce que je crois qu'il y a déjà une semaine où Monsieur ne sera pas disponible. Donc on va pouvoir parler muscu entre nous et on va se régaler. En tout cas, moi je vais me régaler et puis j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Alors Fabrice, quelles sont les news cette semaine? Est-ce que tu peux maintenant enfiler ton pantalon tout seul en plus du slip? Ouais, mais ça, je crois que je pouvais déjà la semaine dernière. Donc, je fais un bref rappel. En fait, j'ai été opéré du dos il y a 3 semaines maintenant, suite à une hernie discale partiellement sciatique partiellement paralysante causée par une hernie discale. Donc là, j'en suis à la 3e semaine. Donc, j'ai eu beaucoup d'améliorations, aussi bien sur le pied que le dos. Donc, je mets plus du tout la ceinture de maintien, sauf dans la voiture. Et voilà, et je marche beaucoup pour me distraire parce que Et j'ai est-ce le que droit tu de as faire la marcher. vaisselle sans faire le grand Je suis écart? rapide. Non, non, ça, je fais toujours la vaisselle en faisant, en écartant beaucoup les jambes. Parce que je peux toujours pas me pencher en avant, c'est pas bon, faut attendre. Et à la limite, là, j'entame la période la plus risquée parce que ça va beaucoup mieux. Je mets plus la ceinture, donc comme j'ai dit, et du coup, c'est facile entre guillemets de refaire un mouvement. On va dire dangereux par réflexe, tu vois, genre se retourner brutalement ou oublier qu'on est convalescent et se pencher en arrondissant le dos, enfin quelque chose comme ça. Et donc c'est là entre guillemets qu'il faut être un peu prudent parce que c'est là qu'on peut éventuellement se relâcher. Mais sinon, globalement, tout se passe bien. Donc je rappelle qu'en fait, j'ai entre 4 et 6 semaines de convalescence avant de refaire des petits exercices de gainage. Et ce sera au bout de la 8e semaine
que je pourrais éventuellement me remettre à des choses un petit peu plus intensives entre guillemets. Et comment ça Voilà se le passe bilan. comment ça Inutile se de passe vous. Ouais. alors chez le kiné? Est-ce que pour lui ça va de mieux en mieux? Pour lui t'étais guéri ou qu'est-ce qu'il en dit lui? Alors, je vais t'expliquer comment ça se passe déjà chez le kiné, mon petit Rudy. Euh, En gros, là, pour les gens qui sont comme moi, on est généralement dans une grande salle où il y a matériels, et le kiné il t'explique un petit peu ce que tu dois faire comme exercice, et puis la plupart du temps, tu es autonome au fil des séances, et le kiné, tu le vois qu'un tout petit peu pendant la séance. Et puis voilà, ben, après, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Maintenant, j'arrive à marcher sur les talons. Euh, j'ai retrouvé un pied qui est au moins aussi bon que quelqu'un de normal. Donc, bah lui, il y a des séances qui sont programmées, donc je continue de faire les séances. Mais fondamentalement, je pense que ça pourrait s'arrêter là. Lui, il considérerait que c'est bien, en fait, le kiné. C'est tout. Si tu veux, euh, quand on, en temps normal, j'ai le biceps droit qui est plus fort que le gauche, comme toi peut-être. J'ai la cuisse gauche qui est plus forte que la droite. Et ben là, si tu veux, j'ai le jambier antérieur gauche qui est plus fort que le jambier antérieur droit, celui qui a Ouais, été t'es complètement touché. tordu mon pauvre. T'es monté à l'envers. Donc voilà, j'ai perdu la symétrie. Avant, c'était un des rares muscles où je pense que j'avais le même niveau de force entre les deux. Bon bah voilà, là j'ai le jambier antérieur droit qui est un peu moins fort. Mais fondamentalement, je suis plus handicapé, quoi. C'est ce que je te dis, je peux marcher sur les talons. J'arrive, il y a des, comment ça s'appelle? Il y a un exercice où je suis sur une espèce de planche à bascule. Maintenant, je tiens en équilibre sur la planche, sur une jambe, avec la jambe qui était foirée. Mais je suis même pas sûr que les gens normaux arrivent à faire ça, en fait, hein. Donc bon. Bref. Et donc, comment ça se passe? Voilà, tout le monde fait dans cette grande salle les exercices qui lui sont attribués selon sa pathologie. Et voilà. Et en fait, je voulais en parler pour montrer que même là-bas, ce satané smartphone faisait des ravages et que bah il y avait déjà des gros problèmes d'implication de la part d'une partie des gens. Et du coup, bah, on voit, je trouve que de séance en séance, il ne progresse pas beaucoup. Donc, je vais te donner quelques exemples. Il y a par exemple quelqu'un qui va faire du leg extension avec une poulie puis un petit poids de quelques kilos. Et ben j'ai déjà vu quelqu'un faire du leg extension pendant 10 minutes en farfouillant sur son smartphone, tu vois, avec un poids de 1 ou 2 kilos. Donc tu vois ce genre de truc comme ça, où tu vois une dame bah, qui a un électrostimulateur sur l'avant-bras et puis qui fait du smartphone en même temps. Et là, tu te dis, ben, comment c'est possible de faire du smartphone avec un électrostimulateur sous l'avant-bras où normalement le poignet devrait bouger tout seul du fait de la contraction de l'avant-bras et de l'électrostimulation. Et il se trouve que la dernière fois, elle était avec moi et j'ai regardé. Et en fait, le truc, il était à 8 en intensité. 8, Parce 8, qu'en fait, ce qui se passe, 8 sur 1000. oui, 8 sur, je pense, 150, c'était un complexe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le kiné, il te met l'électrostimulateur, mais il te le met à un niveau rikiki. Et toi, t'es censé le monter, en fait, tu vois. Mais bah, elle juge qu'il n'est pas utile de monter, donc elle monte pas. Elle reste à une intensité où il se passe probablement rien, et c'est pour ça qu'elle peut faire du smartphone. Mais du coup, tu te dis, mais à quoi ça sert toutes ces Mais séances? Ces gens-là c'est payé font par pas qui ces séances de grand-chose. kiné d'ailleurs? Hein, Ah bah, c'est je peux payé te par dire, qui? C'est nous qui ah sponsorisons là ça, là, je peux te Fabrice? dire. Eh ben, si tu as une ordonnance, eh ben, tu as la sécurité sociale qui prend en charge 60% à peu près du coup, et la mutuelle, si tu en as une, prend les 40% restants, sinon c'est de ta poche pour la partie qui reste. Donc voilà, donc j'ai ça comme exemple. J'ai le kiné, il va dire à quelqu'un, tu fais 3 séries de 30 de tel exercice. Puis en fait, la personne, elle va faire une série de 50. Après, elle est fatiguée. Et puis, elle fait du smartphone. Et puis, elle oublie qu'il y a une deuxième et une troisième série. Enfin, tu vois les trucs un peu comme ça. Et au final, des types vraiment qui s'impliquent, tu vois, qui chronomètrent pour faire 5 minutes de tel exercice, 5 minutes de tel autre, qui varient les exercices, etc. Puis qui restent 1 heure, parce qu'il y en a des fois qui restent 30 minutes puis se cassent. De dire qu'on n'est pas nombreux, mon cher Rudy, pas nombreux. Et en général, souvent, ceux qui sont plus impliqués, c'est plutôt des sportifs qui se sont blessés en faisant du sport que des gens lambda qui se sont blessés voilà, en faisant des activités lambda. Mais bon, même chez les sportifs, il y en a qui font des smartphones. Et c'est là que je mesure la différence à avant. Parce que quand j'étais adolescent, j'avais fait quelques séances de kiné.
Et à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Alors tout le monde était peut-être pas super impliqué dans ces exercices, mais comme de toute façon, tu avais que ça à faire, et ben voilà, tu les faisais. Alors que là, ben le smartphone va encore pourrir les gens quand ils sont chez le kiné. C'est quand même un truc de ouf, hein. Donc c'est comme ça. C'est la vie de tous les jours avec ce smartphone où ben, une partie des gens n'est jamais à ce qu'il fait, jamais impliqué. Et ben moralité, ils ont les résultats aussi qui vont avec. Et je pense Ils que ont cette les résultats dame-là de leur qui fait implication. bah ouais, je pense qu'en fait, c'est pour ça la dame, je l'ai écoutée l'autre coup, elle a dit ah bah j'ai encore mal. J'en parlerai encore après de ça. Il dit ah j'ai encore un peu mal, puis le kiné il dit ah bah oui bah faut plus de séances, etc. Alors qu'en fait, il devrait lui dire bah oui mais il va peut-être s'impliquer un peu plus, tu vois. Mais bon, il va pas dire ça le kiné. Mais c'est vrai que du coup, Pourquoi il va pas dire ça, le type? Il devrait le dire, enfin. euh, et puis bon, mais il y a aussi des gens qui viennent là, des seniors en fait, qui font de la marche sur du tapis, du vélo. Finalement, tu te dis bah ils pourraient marcher dehors puis faire du vélo dehors en fait, parce qu'il n'y a pas Ouais, mais vraiment il fait froid de. dehors, Fabrice, il fait froid. L'intérieur, Je c'est pense qu'il y bien. en a, ils ont ces espèces de séances de kiné à vie et ils sont là tout le temps. Puis du coup, c'est une manière pour eux de se forcer à faire une activité, de sortir un peu chez eux. Mais des fois, tu comprends pas vraiment pourquoi ils sont là en fait. On appelle ça, Fabrice, si jamais des Mais bon. chroniques. On appelle ça des chroniques dans le Ouais, milieu des kinés, et donc c'est des chroniques. Ils sont là tout le temps, ils sont là à vie. ouais, bah c'est ça. Mais après, il y en a, tu comprends, hein, parce que ils peuvent pas marcher dans la rue parce qu'ils ont besoin d'appui, etc. Donc ça, je comprends bien. Mais des fois, tu te dis, bah puisqu'ils peuvent marcher dans la rue, pourquoi ils viennent le faire là? Mais bon, bref. Et alors après, je finis sur la douleur. J'en avais déjà parlé dans un podcast de ce truc-là. Pendant ma convalescence, chaque fois que j'ai vu des infirmiers ou même chaque fois que je vois là la kiné, à chaque fois elle me dit, oui, il me disait, ça va, est-ce que vous avez mal? Je dis bah non, non, j'ai pas mal. Dès lors que je fais pas de mouvement qu'il faut pas faire, j'ai pas mal, tout va bien. Et on m'a prescrit des tonnes de boîtes de paracétamol et même des médicaments un peu plus forts. Ça mélange de l'opium, donc de la morphine. Et donc je n'ai pris aucun de ces médicaments à part un tout petit peu de paracétamol le lendemain et le surlendemain de l'opération. Et c'est ce que C'est j'avais dit dans un autre inadmissible. C'est podcast. inadmissible, Fabrice. C'est inadmissible. T'as pris des médicaments. C'est- Ouais, ouais, c'est ça. Quelques paracétamol. Et en fait, ce que j'ai compris, et j'en ai discuté avec l'infirmière, je lui dis, mais comment ça se fait que vous semblez obsédé par la douleur et que tout le monde demande est-ce que vous avez mal, est-ce que vous avez mal? On a l'impression que les gens ne doivent pas avoir la moindre douleur et sinon il faut leur donner des médicaments. Et elle m'a dit oui, c'est ça. Elle m'a dit qu'en fait, les gens, de manière générale, ils supportent plus d'avoir mal et de toute façon, on ne cesse de leur dire que il faut les soulager s'ils ont mal et qu'il faut pas qu'ils hésitent à prendre des antalgiques ou des anti-inflammatoires, tout ça, comme si tu devais avoir zéro douleur, tu vois. Mais mon point de vue, je l'avais déjà donné avant, si la douleur elle est pas insupportable, eh ben moi je pense qu'il faut la garder la douleur pour que du coup tu puisses voir l'évolution de la progression. Donc là typiquement comme du coup j'en ai pas pris d'antidouleur, je vois bien au fur et à mesure ce qui se passe, tu vois. Mais si tu en prends dès le début plein d'antidouleur jusqu'à la supprimer complètement, comment tu peux savoir après s'il y a vraiment une amélioration, tu vois? Parce que si tu prends beaucoup d'antidouleur la première semaine, t'as pas mal la première semaine, t'arrêtes d'en prendre et la deuxième semaine en fait tu vas avoir mal. Mais en fait, si t'en avais pas pris dès le début, t'aurais pu voir que la douleur diminuait. Et je trouve j'ai l'impression moi qu'on va trop loin en voulant l'éradiquer complètement la douleur, alors que c'est un bon indicateur quand c'est supportable évidemment. Mais Et surtout voilà, que, c'est encore quelque chose dans que le, j'ai constaté. j'allais dire, dans le milieu culturiste, c'était, je sais pas si c'est encore à la mode, mais pendant toute une génération de culturistes, c'est gavé d'antidouleurs justement pour pouvoir s'entraîner. Parce que les gars avaient mal partout, mettaient tellement lourd, faisaient tellement de volume d'entraînement, et puis les mecs étaient en surpoids, entre guillemets, hein. Quand tu fais 1m75, 130 kilos hors saison, t'es en surpoids, donc les mecs avaient vraiment mal partout. Et il y a plein de gars qui se shootaient, entre guillemets, aux antidouleurs à fond, du paracétamol, de la morphine, tout ça. Et ces gars-là, souvent, ils ont fini par se flinguer les reins. Et c'est pourquoi, dans le milieu du culturisme, il y a beaucoup de gars, du moins quand je suivais, donc il y a peut-être presque 20 ans, qui étaient sous dialyse, en fait. Les mecs étaient sous dialyse, leurs reins lâchaient, parce qu'ils se gavaient d'antidouleurs, quoi. Ils se gavaient vraiment de ça. Et parce qu'en fait, bah, c'était pas très sain de mettre aussi lourd, de forcer autant. Et ça m'a vite sensibilisé au fait que fallait pas prendre d'antidouleurs si on pouvait en éviter d'en prendre. Voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, là, la société nous encourage un peu à en prendre en disant soulagez-vous, vous n'avez pas à supporter la moindre douleur. On a un peu cette impression
pression-là, quoi, de nos jours. Bah, Fabrice, ouvrons le c'est- centre de douleur Superphysique. On va commencer par là. On va Oui. réintroduire la douleur dans cette société. On va commencer par leur faire manger du Voilà. tofu nature Bjorg. Et puis, on verra ce que ça donne. Mais tu sais, le tofu nature Björk, je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas une espèce de conspiration du lobby de la viande qui sponsorisait Björk pour proposer leur sale tofu, qui est cher, pas bon Leur et en salto. plus difficile à mâcher. Parce que franchement, tous les autres tofu que j'ai pris, ils sont tous 10 fois meilleurs et moins chers. Donc tu te dis, c'est une conspiration. Genre, en fait, c'est une marque du lobby de la viande. Te dégoûter à jamais d'être vegan ou végétarien, tu sais. Parce que c'est sûr que celui-là, j'en ai acheté un coup parce que j'avais pas pu aller à Biocop. Oh, j'avais oublié à quel point il était mauvais, tu sais. Puis t'as beau foutre comment dire, de la sauce soja, tout ça dessus, il est ignoble le machin. Bah, tu mets de la sauce tomate, tu le noies de sauce tomate. Là, il est bon. Ah ouais, non, mais c'est un truc de ouf, hein. Puis quand tu vois le packaging, ça te dit, ouais, Bjorg, vous le savez pas, on est une marque française, on est géniaux, tout ça. J'ai envie de leur dire, mais attendez, vous l'avez goûté, votre tofu? C'est innommable, votre truc. C'est, il y a que celui-là, hein. Et d'ailleurs, celui-là, il a pas besoin d'être conservé au frigo, alors que tous les autres, ils ont besoin d'être conservés au frigo. Donc il y a aussi une bizarrerie là-dessus. Bref. Ouais, je compte sur toi pour mener l'enquête. Bah, c'est vrai que, alors, on rigole sur le tofu, là. Mais c'est vrai que moi, pendant longtemps, je mangeais celui-là. Je mangeais le Bjorg, et en fait, ça me gênait pas. Je Moi me disais, aussi! bon. Mais on croyait que c'était comme ça, le tofu, alors que c'est pas comme ça, normalement. Et puis donc, maintenant, bah, je fais mes courses souvent dans les magasins bio. Et je change régulièrement de magasin bio en fonction d'où je suis. Et effectivement, il y a plein de tofu différents. Là, j'ai goûté du tofu la japonaise. Donc, c'est des épices particulières. Du tofu tamari. Du tofu, qu'est-ce que j'ai goûté là? Je sais plus. Mais plein de tofu différents. Et c'est vrai que c'est pas mal le goût, hein. Franchement, je pourrais bouffer 500 grammes d'un coup, quoi. Après, je me restreins, mais c'est bien meilleur que le Ouais, mais tofu après, pur, donc. ouais, après, il y a deux choses, en fait. Il y a les tofu dits un petit peu épicés, là, comme t'as pris. Après, je suis moyennement fan parce que, du coup, ça revient, c'est à nouveau de l'alimentation un peu transformée, même si les ingrédients qu'il y a dedans Bon, prends ton tofu sont Borg, hein, potables. fais-toi plaisir, hein. Même si les ingrédients sont potables, moi, j'aime bien ce qu'on appelle le tofu rosso. Voilà, il n'en demeure pas moins qu'on voit bien que c'est quand même gras. Il y a plein de trucs dedans, c'est assez salé. Tu vois, c'est pour ça, moi, je préfère privilégier le tofu blanc tout simple. Et Ah, tu effectivement, prends le selon blanc les nature, marques, là, sans rien, là? oui, c'est ça, enfin, la plupart du temps, et pas tout le temps. Mais ce tofu blanc tout simple, déjà, selon les marques que j'ai pu tester des fois dans différents pays, ben ça a pas toujours le même goût, tu vois, parce que c'est pas un produit qui est complètement uniforme. C'est un peu comme la baguette de pain. Et, euh, et donc voilà, il y a plein de goûts variés dans le tofu blanc, mais jamais normalement c'est aussi mauvais que le Bjorg, qui, je maintiens, fait tout pour tuer le végétarisme et le véganisme, le truc Bjorg. Bah bref, pour revenir à la douleur, Rudy, est-ce que toi aussi tu as constaté dans ton entourage, en dehors de ta chère maman, que il y avait une propension à vouloir supprimer toutes les douleurs qui nous arrivent au quotidien en prenant diverses pilules Ah, bah, ou bien sûr. médicaments. Est-ce que tu as Non, mais constaté bah, ça? bien sûr, bien sûr. Dès que t'as mal à la tête, entre guillemets, les gens se tournent, entre guillemets, vers des médicaments pour plus avoir mal à la tête. Dès que t'as le moindre mal, il faut faire quelque chose pour éradiquer le mal. Alors qu'on sait très bien, et c'est comme en muscu ou comme tout, c'est la société, moi je dérive du tout confort, c'est que tu ne veux surtout pas faire d'efforts. Tu ne veux pas transpirer, tu veux que ce soit facile. C'est pas normal de se donner du mal. Tu vois, alors tu peux avoir les choses sans te donner du mal. Donc ouais. Moi, j'ai vu ça, bien évidemment, partout. Faut pas se donner du mal, faut pas transpirer, faut pas se fatiguer. Des fois, et pareil sur l'alimentation. Alors, j'ai posté une blague. C'est mon frère qui m'a dit ça. Il a vu passer un article, je sais pas où, comme quoi un Français sur deux était en surpoids. Alors, je sais pas si tu l'as vu passer, si tu lis toujours les journaux. Et donc, Non, mais je l'avais déjà donné cette et, stat. et donc là, c'était pour les fêtes qui approchent. Et il disait, un Français sur deux est en surpoids. Et ceux-ci vont faire attention. Désormais, leur alimentation vont vraiment s'impliquer dedans, quoi. Et je dis à mon frangin, je dis, non, mais je dis, c'est vraiment un article à la con. On sait très bien que ça va aller vers 60%, 70% des gens, 80% des gens en surpoids. Ça peut aller que vers là, en fait. Donc, parce que l'alimentation, moi, c'est ce que je remarque aussi, c'est que au fil des années, donc je coach depuis 2006, donc ça fait 16 ans. Et ben, je vois que c'est de plus en plus difficile d'avoir une alimentation saine pour la plupart des gens. Et j'ai eu l'exemple d'un gars qui m'a contacté la semaine dernière pour être coaché.
Et donc il m'écrit tout ça, et donc il est un peu en surpoids, il est bien en surpoids pour moi. Il faisait 1m80, 107 kilos. Et donc il m'écrit, voilà, il voulait perdre du poids, il voulait être en forme, tout ça. Donc je lui envoie le questionnaire, il m'envoie ses photos, donc on discute et je lui dis voilà, je lui dis comment ça se passe ton alimentation. Il m'avait marqué ce qu'il mangeait, je dis bon bah c'était pas si mal en fait. Et donc il m'explique en fait bah il fait plusieurs craquages par semaine sur des choses sucrées, donc bon bah ça c'est pas très grave parce qu'on peut en faisant une bonne alimentation. Si vous appliquez notamment les conseils qu'il y a dans mes livres, le guide de la sèche naturelle et le guide de la prise de masse naturelle, vous savez comment faire. Donc ça, c'est facile. Et il me dit, par contre, tous les week-ends, bah, je suis invité, le samedi, dimanche, repas, quoi. Et je lui dis, bon, bah, écoute, je pense que la priorité, là, c'est vraiment l'alimentation. Je lui dis, la musculation, voilà, ça te fait plaisir, c'est bien, mais je dis, là, c'est vraiment l'alimentation et pourquoi pas faire du cardio? Parce que t'as 27 kilos, t'as au moins 27 kilos à perdre, quoi. Concrètement, malheureusement, c'est ce qui se passe. Et il me dit ah non c'est impossible, c'est des repas de famille, je peux pas y passer. Et je dis mais est-ce que tu peux y aller alors je suis peut-être un peu extrême pour certains, mais je dis est-ce que tu peux y aller avec ta gamelle ou est-ce que tu peux au moins pendant un temps ne pas faire d'écart. Je lui dis est-ce que pendant un temps comme ça on peut lancer la machine, ton corps va se mettre en mode entre guillemets je brûle des calories, je brûle des calories, je brûle. Donc voilà histoire de lancer. Et il m'a concrètement dit bah non c'est pas possible en fait voilà il m'a dit c'est pas possible parce que on est dans cette société en fait il faut pas se faire du mal. Il faut pas le faire. Alors que c'est pas, tu vois, c'est le bon sens est à l'envers aujourd'hui. Il faut pas se faire du mal. Ah non, c'est des repas de famille, c'est sympa, tout ça. Je veux pas me priver. Voilà. Bah, donc au final, on n'a pas. J'ai décliné le coaching parce que voilà, il n'y avait pas de sens à ce que ça se fasse. Il pouvait rien se passer de concret. On n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Mais oui, c'est de plus en plus, on ne veut pas faire d'efforts, on ne veut pas se donner du mal. Mais je sais pas. Tu vois, j'ai un élève cette semaine en BPGEPS qui m'a donc John, je sais pas s'il il m'écoute. On parlait de bouffe et tout, et il me dit mais comment tu fais pour manger toujours sainement, tout ça t'as pas envie donc, toujours la même phrase, c'est t'as pas envie de te faire plaisir. Et je lui dis mais je lui dis je me fais plaisir. Moi je mange en ce moment en plus je mange des pâtes semi-complètes à la place du riz avec mes œufs. Et ben je dis je suis super content, c'est bon et tout. Il dit ouais mais attends c'est fou comment tu fais pour tenir. Et je lui dis je sais pas. Je dis moi c'est ancré en moi depuis que je suis gamin en fait de manger sainement, d'essayer de manger assez sainement quand même, hein. Et j'ai pas d'envie particulière parce que voilà les gars dans ma promo à Palaiso je vais les dénoncer, ils ont été au McDo. Donc bon j'aurais passé un petit savon hein, bien évidemment. Ils ont été au McDo et ils me disent ouais tu vas jamais. Ben je dis mais non c'est pas du tout même si on me paye j'y vais pas quoi. Et donc ouais on est dans ce truc là où faut pas la normalité c'est pas notre normalité. Pour nous c'est la normalité. Donc L apostrophe la normalité qui est devenue la norme. Et donc ouais, il faut pas se faire de mal, faut pas transpirer, il faut pas se fatiguer, faut en faire le moins possible. Et après, de toute façon, c'est dans notre psychologie de base, hein. On recherche le confort. Donc voilà. Après, soit tu arrives à lutter contre cet instinct du confort, et t'es un guerrier, t'as le spirit entre guillemets, soit tu l'as pas. Et la plupart des gens, bah, ils vont pas se remettre en question là-dessus, et puis ils vont pas l'avoir en fait. Et donc ils vont être de plus en plus gros. Mhm. Et pendant les fêtes, ils seront encore plus gros. Voilà, après ce que j'en pense. Ouais, ben, j'avais déjà donné la stat, mais effectivement, il y a la moitié, mais je crois que c'est 57% des hommes au-delà de 18 ans, je crois, qui sont en surpoids ou obèses. Et les femmes, c'est un petit peu moins, et du coup, c'est pour ça que tu arrives à la moitié. C'est les femmes qui tirent vers le bas la statistique. Mais chez les hommes de plus de 18 ans, je crois, c'est 57%, donc c'est plus de la majorité. Et comme j'avais déjà dit, ça, c'est basé sur l'IMC, hein. Donc, skinny fat, il est pas dans les 57%, alors que pour nous, il serait considéré comme gras. Après, je reviens sur la diététique. On en a déjà parlé plein de fois. En fait, le problème, c'est qu'à force de manger tous des trucs industriels, très gras, très sucrés, très salés, très aromatisés, on va dire, avec des arômes artificiels en plus, c'est comme si le palais des gens était devenu, enfin, le palais d'une partie des gens est devenu surstimulé. Et du coup, quand ils mangent des choses comme des haricots verts tout simples, ils trouvent que ça n'a pas de goût, tu vois. Et du coup, pour eux, aller au McDonald's, c'est se faire plaisir parce qu'ils sont habitués à ce type d'alimentation hyper chargée. Et manger des haricots verts tout simples frais, bah, ils vont trouver que t'es à la diète parce que c'est pas bon, selon eux. Alors que quand tu arrêtes de manger tous ces aliments industriels, voilà, hyper salés, sucrés, etc., comme j'ai dit, et ben les aliments dits normaux, comme des bons haricots frais, et ben normalement tu trouves ça bon. Et c'est une forme de plaisir de les manger, tu vois, de les savourer.
Et toi, tu te manques beaucoup avec mes lentilles vertes. Mais manger mes lentilles vertes, en fait, j'en suis assez content. C'est plutôt bon, en fait, mes lentilles. Et à l'inverse, aller au McDonald's, ça fait des lustres que j'y suis pas allé. Mais manger un aliment industriel, et ben tu vois, je vais trouver ça trop salé, trop gras, trop de goût. Enfin, tu vois, ça va pas. Mais comme tu dis, à force de manger de la merde, eh ben c'est devenu ce goût-là est devenu la normalité. Et d'où après l'histoire, ah ben t'aimes pas te faire plaisir ou comment tu fais pour ne pas te faire plaisir alors qu'en réalité tout est déformé, tu vois. Mais le problème c'est que ça, revenir à une alimentation, on va dire normale, c'est un travail de très longue haleine, tu vois. Ça veut dire qu'il faut que pendant, je sais pas moi, peut-être des mois, ils arrêtent de manger de la bouffe industrielle, puis petit à petit, bah, le goût redevienne vers des choses plus simples. Et Voilà, puis ça, c'est des choses plus simples, mais il, ça peut se cuisiner, hein. Ouais. il faut se sacrifier pendant un temps. C'est ça que tu veux dire, Fabrice. Il faut se sacrifier. Moi, je veux pas me Ouais, sacrifier. je sais pas s'il faut parler de sacrifice, mais en tout cas, oui, voilà. Quand on enlève tous les aliments industriels, les KFC et tout ce bordel-là, petit à petit, on retrouve les goûts des bonnes choses. Après, on arrive à apprécier les haricots verts frais, tout simple. Et puis ensuite, on se dit, ah bah tiens, je vais peut-être cuisiner un peu plus. Je me rends compte que je peux faire mieux en cuisinant. Et à la fin, bah, tu manges de la bonne cuisine saine. Et éventuellement, là, tu peux dire, ah bah je me fais super plaisir parce que en plus, je me suis préparé un plat qui est un peu plus sympa que d'habitude. Mais voilà. Et ça n'a rien d'extraordinaire, Rudy, hein. C'est comme ça que c'était il y a 40 ans, en fait, hein. Mais en 20 ans, on a tout foutu le bordel sur plein de domaines. Mais, En mais 20 ans, on ça, a tout alors, niqué. je rebondis là-dessus, c'est parce qu'en fait, pour ceux qui regardent un peu comment fonctionnent les neurotransmetteurs au niveau du cerveau, c'est que quand tu manges une saloperie industrielle, en fait, tu sécrètes en même temps de la dopamine. C'est un peu le circuit de la récompense. Et donc, à chaque fois que tu manges un bon truc, hop, ça te déclenche du plaisir, en fait. Du plaisir, du plaisir, du plaisir. Et en fait, c'est comme si tu étais drogué. Et c'est pas comme si c'était drogué, en fait. Tu es drogué au sucre, tu es drogué au gras, tu es drogué au sel. Et donc, en fait, quand t'as pas ta dose de drogue, c'est pour ça que c'est hyper difficile d'arrêter. C'est comme arrêter la cigarette. En fait, c'est de la drogue. C'est juste que, officiellement, c'est pas vendu comme de la drogue. C'est pas reconnu comme de la drogue. Mais en fait, c'est de la drogue. Plus tu en prends, plus c'est difficile de t'en passer et plus tu as ce manque. Et on en arrive donc à bientôt l'immense majorité de la population en surpoids. Et être mince sera vu comme une tare. Voilà. Peut-être pas comme une tare, mais ça deviendra un truc un peu d'élite, en fait. Bah, ce sera comme aux États-Unis ou ailleurs, hein. De toute façon, ils sont juste en avance sur nous, hein. À un moment donné, on disait, ah, les Américains, nous, on est moins cons qu'eux et tout. Puis on voit bien qu'on prend le même chemin qu'eux. Nous, c'était, ah non, la France, attendez, le pays de la bonne nourriture, tout ça, tradition culinaire et tout. On a bien vu quand il y avait eu, tu sais, après le confinement, t'avais des queues au McDonald's. Non, mais Bien tu sûr, bien croyais bien, sûr. quoi. Moi, je En passais France. devant en Donc rentrant bon. du kayak. C'était le McDrive était mais blindé, blindé. Oh, j'ai dit, putain, c'est Ouais, fou. Et donc, ouais, bah moi aussi, il y en a non un mais vers chez moi je de crois que t'étais dans la McDonald's. queue aussi. T'étais pas dans la queue? Ouais, c'est ça. J'y passe des fois en vélo et tu vois qu'il y a des gens qui s'arrêtent pour y manger. Tu te dis, mais dans un monde normal, McDonald's aurait fait faillite, KFC aurait fait faillite, etc. Pas du tout, pas du tout. Ils ne cessent de croître. Donc bon. Et par Et contre, c'est les magasins bio là qui souffrent. Parce ah, bien qu'avec sûr. l'inflation, bah, les prix bio sont encore plus chers qu'ils n'étaient. Et bah, c'est très dur là pour les magasins bio. Alors que c'est censé être de la nourriture meilleure, tu vois. Oui, mais le Bref. problème des magasins bio, moi, je fais mes courses ici souvent dans les magasins bio. Donc, effectivement, il y a plus grand monde dedans. Quand j'y vais, je suis souvent tout seul. Le problème, c'est que c'est des petits magasins qui n'ont pas beaucoup de surface. Et comme ils n'ont pas beaucoup de volume de vente, je pense, les prix sont plus élevés. Donc, je donne souvent l'exemple du riz. Tu vas dans un gros supermarché, donc je vais pas citer de marque, mais un gros supermarché. Tu vas acheter ton riz bio au rayon bio de ce supermarché. Moi, je le paye, si je vais là-bas, 2 euros le kilo. Donc, je dis, ah, putain, mais c'est pas cher. Je vais au magasin bio. Pour le payer 4 euros le kilo, il faut que j'achète un sac de 5 kilos. Sinon, t'es au moins à 5 ou 6 euros le kilo de riz. Donc, ton calcul, il est vite fait. Moi, je sais pas, je mange beaucoup de féculents par jour. Avec toutes les activités que je fais. C'est énorme la différence, tu vois. C'est à la fin du mois, putain, mais j'ai bouffé 50 balles de riz en plus, quoi. Donc, pour ça que ça peut pas fonctionner. Mais après, il y a des trucs moins chers. Les fruits et légumes, en général, ça va. Mais sinon, comme c'est des petits magasins et qui n'ont pas beaucoup de volume, et ben en fait, les prix sont plus chers. Et c'est pour ça que, bah, malheureusement, l'avenir est simple. Hein, ça va couler ces magasins bio. C'est impossible que ça tienne. C'est impossible. C'est pas. Après, c'est pas toujours les mêmes filières aussi, hein. Justement, il le disait assez que les hypermarchés, le bio des hypermarchés, ils créent des espèces de filières bio-industrielles
un peu pourris, c'est-à-dire où il y a pas de pesticides, etc., mais qui sont éloignés de la philosophie du bio originel. Mais bon, bref. Ah, mais bon, tu sais bien que Je vois quand même ce que tu veux dire. ouais. Il faut effectivement pas être pauvre pour aller dans les magasins bio. Et bah là, en ce moment, il souffre. Alors que je suis pas sûr que le McDonald's et le KFC. Oh, pas du tout, pas du Mais tout. bon. Pas du tout. Ils sponsorisent des événements sportifs à foison. J'avais une question dans mon dernier leadercast, celui de la semaine dernière, parce que cette semaine, j'ai pas eu le temps et j'expliquerai pourquoi la semaine prochaine. Mais qui me demandait qu'est-ce que tu penses des entreprises justement de fast-food, de soda qui sponsorisent des événements sportifs. Est-ce que c'est pas honteux tout ça? Comment on peut cautionner ça? Blablabla. Et donc malheureusement c'est une histoire d'argent. C'est une histoire Oui, d'argent. bah je sais, mais même l'UFC, moi je regarde encore l'UFC, c'est un des rares trucs qui me distrait quand je suis devant un écran. Depuis très longtemps sur le ring, t'as des pubs de bière, des choses comme ça en fait. C'est que de la malbouffe à l'UFC. Donc bon, t'es un peu mort de rire, mais bon, c'est comme ça quoi. C'est Ah comme ça. là là, putain. Qu'est-ce qu'on va devenir, Fabrice? Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah bah nous ça ira, mais c'est vrai qu'une partie de la population va pas aller dans le bon sens, alors qu'ils ont normalement toutes les cartes en main pour aller dans le bon sens. Donc, c'est dommage pour eux. Voilà. Alors, si on a fini notre actualité, on va pouvoir passer à quelques questions que j'ai enfin sélectionnées. Donc il y a une question de Scart qui m'intéressait particulièrement, qui parle de déconditionnement rapide aux charges lourdes. Et donc la question: bonjour à tous, je me demandais si d'autres personnes se déconditionnent rapidement des charges lourdes. J'ai procédé à quelques tests ces 2 derniers mois et je trouve que personnellement, je perds rapidement l'habitude d'utiliser une charge lourde. Par exemple, si je fais 4 séries de 8 à 85 kg développé couché, avec un RPE, donc sur l'échelle de difficulté de Borg, qu'on appelle de 8 ou 9 sur 10, donc c'est un effort assez difficile, et que je décide de recycler car j'ai atteint mon objectif, je repars depuis, disons, 4 x 10 à 65, et je monte d'1 kg par séance. Eh bien, arrivé à 4 x 8 à 77 kg, cela commence à devenir plus difficile. Je suis peut-être RPE 7, et à chaque séance, je vais devoir me concentrer pour bien réaliser mon objectif. Comme si la charge était nouvelle, et que je n'avais jamais travaillé à ce poids. Et j'ai eu un cas encore plus flagrant au cœur incliné. Je faisais 4 x 20 à 11 kg. J'ai donc diminué à 4 x 10 à 12 kg en faisant une répétition à chaque séance. Je suis à 4 x 20 à 12. Sur cette séance à 4 x 20 à 12, j'ai noté RPE 9, sachant que j'ai fait des pauses de 5 secondes à la 12e répétition et 5 secondes à la 17e répétition. La séance d'après, je suis volontairement reparti à 4 séries de 10 à 12 kg et j'ai recommencé le même cycle qu'auparavant. Eh bien, figurez-vous qu'arrivé à 4 x 7 à 12 kg, dès la 3e série, j'ai dû faire un pause et j'ai noté RPE 8 au final. Alors qu'au cycle d'avant, le 4 x 8, le 4 x 16 à 12 kg était passé sans pause. Pour faire simple, j'ai l'impression de perdre mes gains à chaque nouveau cycle, comme si je repartais de zéro. Cependant, j'ai également l'impression de gagner en endurance. Là où au premier cycle, je faisais 4 x 12 à 70 kg au développé couché avec 2 minutes de récupération, je fais désormais 4 x 15 à 70 kg. Dans l'attente de vos retours, je suis curieux de savoir si d'autres personnes sont dans ce cas, ou si seulement mon système nerveux qui est très feignant. Et il rajoute que son poids de corps est resté identique tout au long de ses tests, et pareil pour les calories consommées. Fabrice, toi le spécialiste du déconditionnement, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Bah, ça me parle complètement ce qu'il dit. Et il y a deux aspects là dans son truc. Il y a le déconditionnement et puis il y a l'aspect cycle. Donc, le déconditionnement, ça c'est un truc que j'ai déjà vu 150 000 fois sur moi, sur d'autres. Effectivement, en général, les gens qui sont pas explosifs, ils ont un système nerveux euh, un peu merdique pour la musculation, on va dire, et en fait, ils se déconditionnent très rapidement s'ils n'utilisent pas régulièrement des poids relativement élevés. Alors que ceux qui sont naturellement explosifs, ça a tendance à mieux se conserver, même s'ils s'entraînent pas entre guillemets proches de leur meilleure performance régulièrement. Ça, c'est un fait, je l'ai constaté. Donc, ce qu'il dit, ça ne m'étonne pas du tout. Voilà, ça, c'est le premier point. Et là, le deuxième point, je pense que c'est ce qui va pas dans ce qu'il a dit, c'est qu'il est descendu trop bas dans son cycle, en fait. Donc, si je prends le développé couché, je sais plus, il dit qu'il était à 85, puis il est redescendu à 65, et après, Attends, il était voilà. à 4 x 8 à 85, et il est repassé à 4 x 10 à 65, sachant qu'il n'était pas à fond sur le 4 x 8 à 85. Voilà. Ouais, eh bien, moi, s'il n'était pas à fond sur celui à 85, j'aurais continué à essayer de prolonger le cycle. Voilà, il y avait différentes stratégies, pas en augmentant de 1 kg à chaque fois, évidemment, ça n'aurait pas marché, mais en essayant de varier les reps, etc., en faisant un truc ondulatoire. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais j'aurais continué jusqu'à être au taquet. Ça, c'est le premier truc. Et après, quand il repart là, repartir à 65, éventuellement, mais alors, il faut assez rapidement
rapidement remonter, je sais pas moi, aux alentours de 75. Mais si tu descends à 65, puis qu'après tu fais 1 kilo par 1 kilo par 1 kilo, effectivement, ça fait trop de semaines où tu es trop loin de ta meilleure perf. Donc, spécialement pour les gens comme nous qui déconditionnent rapidement, ça va pas. Donc, soit il aurait dû redescendre que à 75, soit il faisait une séance à 65, la séance d'après, il devait faire 70, celle d'après, il faisait 75, et puis c'est seulement à 75 que là, il aurait, je sais pas, ralenti la progression. Il fait un cycle progressif. En gros, c'est l'idée. Mais effectivement, tout ce qu'il constate, je l'ai déjà constaté. Et bah, c'est normal, c'est comme ça. Et c'est pour ça que sur jeuxvideo.com, qui est une bonne source pour avoir des questions, à un moment donné, il se moquait de choses qu'on avait dit ici, où on disait qu'on pouvait se déconditionner très rapidement quand on arrêtait et qu'après revenir sur sa meilleure perf, ça pouvait être vraiment long, spécialement quand on avait un bon niveau. Et ben non, c'est vrai. Il y a des gens qui reviennent vite, mais il y a des gens, c'est très très long à revenir. C'est tout, c'est un fait, c'est comme ça. Hein. Quand on a connu des tas de pratiquants, dont moi, et ben ça marche comme ça en fait. Quand on n'est pas vraiment doué pour la muscu. Et quand je dis pas vraiment doué pour la muscu, souvent c'est qu'on est très doué pour l'endurance. Mais pas de bol, il se trouve qu'on a choisi comme passion la muscu, ce qui est un peu bête, mais c'est comme ça. Voilà, Rudy. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et ben effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Euh, il y a un truc que je voudrais rajouter, c'est que moi, pour l'avoir vécu, c'est que quand j'étais plus jeune, notamment, et que j'étais moins fort, quand je m'arrêtais, parce que à cette époque-là, j'avais souvent des arrêts entre guillemets pour partir en vacances, du moins quand j'étais très jeune, avec mes parents, et ben en fait, je revenais, je perdais rien en fait. Je sentais que ça allait, mais contrairement à toi, je suis assez explosif de nature. Et en fait, plus les années ont passé et plus mon niveau est monté, et plus chaque arrêt en fait m'a fait perdre. Dans le sens où je me souviens, j'avais arrêté, je sais plus quand j'avais arrêté, j'ai plus tout en tête, mais quand je m'arrêtais une semaine, et pareil, des fois il y en a qui se marraient sur les forums, ils disaient putain, t'arrêtes une semaine, tu perds 5 ou 10 kilos sur tes barres en série, c'est pas possible, tu te fous de notre gueule et tout. Et en fait, ça c'est vrai, parce que plus ton niveau est élevé, plus tu vas perdre rapidement parce que c'est pas ton niveau de base. Comme on disait hors antenne, la muscu, quand on veut atteindre un très très bon niveau, en fait, il faut forcer sa nature, parce qu'on n'est pas fait pour être très musclé, on n'est pas fait pour ceux qui ont vu ma vidéo d'évolution depuis mes débuts. Moi, je faisais 54 kilos pour 1m78, donc j'étais vraiment, j'étais plutôt fait pour courir. Je suis plutôt fait pour courir à la base. Et donc, j'ai forcé la nature pour devenir musclé, pour devenir fort. Et en fait, plus on arrive haut, c'est un peu comme une Formule 1, plus si on dérègle quelque chose, et bah ça fonctionne pas, ça fonctionne moins bien, ça roule moins bien, ça va moins vite. Et donc on perd nerveusement. Le déconditionnement, c'est nerveux. Je rappelle que on avait vu dans plein de podcasts, mais je vais le rappeler, qu'au début, quand on commence à s'entraîner, on progresse très vite nerveusement, on progresse en coordination intra- et intermusculaire. Donc, au sein d'un même muscle, les fibres vont se contracter en même temps, les muscles qui participent au mouvement vont se contracter en même temps, on va contracter ces fibres avec plus de force, on va réduire ce qu'on appelle son déficit de force. Donc, ces mouvements vont être plus précis, on va mieux utiliser nos muscles. Et malheureusement, c'est ce qui se perd également en premier. Les muscles, ça reste un peu plus longtemps qu'une semaine ou deux d'arrêt, même si on perd un peu en glycogène au début. En réserve énergétique, mais on perd ce déconditionnement, on perd nerveusement. Et malheureusement, plus notre niveau est élevé, plus c'est comme si on n'avait jamais eu ce niveau. Et pour rebondir sur ce que disait Fabrice, justement, pour Scart, qui est redescendu à 65 kilos, ce qui est énorme, et pour rappel, pour ceux qui connaissent pas les cycles de progression, donc c'est une méthodologie qu'on a codifiée, notamment suite aux milliers de personnes que j'ai coachées avec mon site rudicoya.com, qui est une façon de programmer sa progression de séance en séance, que vous pouvez retrouver notamment dans l'application SP Training aussi, pour l'instant de manière assez sommaire, mais avec les principaux cycles qui vont fonctionner pour la plupart d'entre vous. Et donc, grâce à ça, et ben normalement, si on planifie bien son entraînement, on va bien progresser. Or là, Scart, il a fait une erreur importante. Je pense qu'il n'a pas lu mon premier livre papier, le guide de la musculation naturelle, qui est disponible dans les bonnes librairies normalement. Il n'a pas dû suivre non plus la formation Superphysique, mais ça va beaucoup plus loin sur les cycles. Mais bref, dans le guide de la musculation naturelle, il y a une introduction au cycle de progression. Et dedans, j'explique, donc je vous spoil le livre, que quand on fait un cycle de progression, par exemple au développé couché, donc là qui est un cycle plutôt ondulatoire, non linéaire, en fait, quand on fait 4x8 à 85, imaginons qu'il serait à fond, si vous voulez repasser à 10 répétitions et recycler, il faudrait, entre guillemets, de mon expérience, qu'il n'enlève que 10 à 12% sur ses barres. Donc on peut imaginer, il enlève 10%, il enlève 12%, il enlève 10 kilos, donc il serait reparti à 4 x 10 à 75. Et il serait pas reparti à 4 x 10 à 65, parce que comme l'a dit Fabrice, en fait,
vous le savez aussi bien que nous, on est le reflet de nos habitudes. On est, si la plupart du temps je m'entraîne à 65, 66, 67, 68, 69 kilos, bah forcément les 85 kilos n'existent plus. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé parce qu'on est reparti tellement bas, on a passé tellement de temps loin de l'habitude de soulever 85 kilos que, bah, en fait, c'est plus ancré, on l'a perdu. On n'est pas resté assez longtemps à cet endroit-là pour le stabiliser plus longtemps. Donc là, Skart, il a fait l'erreur de recycler, entre guillemets, dans son cycle de progression, bah, beaucoup trop bas. Moi, j'aurais recyclé, par exemple, s'il avait voulu recycler à 4x8 à 85, à 4x10 à 75. De même, pour compléter encore mon cher associé, dans un cycle de progression, il n'y a pas forcément d'objectif final. Si on fait 4x8 à 85 kilos et puis que c'était notre objectif et qu'on peut encore continuer, il faut continuer. Il faut surtout pas s'arrêter. C'est pour ça que toutes ces histoires de il faut être prêt le jour J. Là, je relisais dernièrement, j'en parlais, le bouquin de Michel Dufour, s'appelle Le puzzle de la performance sur la planification. Et donc, il analysait les performances, notamment des mecs, des personnes qui allaient aux Jeux Olympiques, savoir s'ils faisaient leur meilleure performance aux Jeux Olympiques, puisque tout était orienté depuis 4 années sur être prêt pour les Jeux Olympiques, pour déterminer s'ils avaient des bons entraîneurs ou pas. Voilà, si on pouvait un peu décider d'être en forme le jour J. Et donc, bah, dans son analyse, il montre que, en fait, la majorité des athlètes aux Jeux Olympiques sont très loin de faire leur meilleure performance. Et la conclusion, c'est donc que on peut pas prédire jusqu'à quel niveau on va monter et quand on va atteindre ce niveau. Donc c'est pour ça que dans un cycle de progression, de manière classique comme nous on recommande, il faut pas se fixer un objectif, il faut continuer tant que ça monte. Tant que ça monte, parce que ça va être des choses qui vont s'ancrer. Donc si je suis habitué, là on prend l'exemple de Skart, 85 kilos, il en fait 86, 87, peut-être 88, vu qu'il était RPE 8 ou 9, ben il aurait continué. Et donc il aurait passé peut-être 4, 5 semaines avec des poids au-dessus de 85 kilos. Et ça serait ancré et il aurait pu recycler, donc seulement de 10% avec plus lourd. Moi j'aurais continué encore en série de 6. Mais ça, encore une fois, c'est expliqué dans le bouquin. Donc, le guide de la musculation naturelle que je vous invite à vous procurer, c'est bientôt les fêtes. C'est un très beau livre et ça prend un joli paquet sous le sapin. Donc ça, c'est le deuxième point. Et après, il parle de son curl incliné. Le curl incliné, donc c'est un exercice où effectivement, on progresse beaucoup plus doucement et on recommande des séries plus longues parce que on va pas, quand on rajoute 1 kilo alors qu'on met 11 kilos par bras, c'est comme si on rajoutait 10% de charge. Donc c'est assez énorme, c'est une progression fulgurante. C'est pas comme au développé couché où on rajoute 1 kilo sur 80 kilos où ça représente pas grand chose. Je vais vous épargner le calcul parce que ça me prendrait un peu de temps. Et donc, quand il fait ses 4 x 20 à 12 kilos avec du rest pause, entre guillemets, nous c'est une technique d'intensification qu'on recommande particulièrement sur ces exercices-là en série longue parce que les biceps congestionnent énormément. Vous le savez aussi parce que vous faites les biceps, j'espère en série longue aussi. En fait, moi j'aurais continué à progresser, je serais passé à 13 kilos en 4 x 10, puis je serais remonté progressivement. J'aurais pas recyclé sans raison. Là, pour moi, Skart, tu as recyclé à chaque fois beaucoup trop rapidement. Tu as voulu refaire le cycle à 12 kilos, mais il n'y avait pas trop de sens à refaire. Et je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Alors peut-être que ta technique était plus très propre et que tu étais emballé. Mais après, pareil, il y a d'autres façons de cycler que seulement de cycler de 10 à 20 répétitions sur le curl incliné. On peut imaginer que tu montes qu'une série, que tu fasses peut-être juste un top 7 et ensuite des séries derrière où tu vas chercher à progresser, plus à la manière d'un cycle de progression. On peut imaginer que tu fasses du pyramidal inversé. Moi, je préfère ça que le pyramidal classique. Il y a plein de stratégies différentes que tu peux utiliser. Les cycles de progression, ça se limite pas à une façon de codifier son entraînement, tout en sachant que les cycles de progression peuvent se modifier en fonction de ce qu'on fait, en fonction de la difficulté qu'on a ressentie, si on a eu des bonnes douleurs, des mauvaises douleurs, si on est peut-être, on a passé vraiment une sale journée, on n'a pas dormi, voilà, on est rincé, peut-être faire une séance de déload. Mais il faut pas que tu te cantonnes à quelque chose de classique, surtout que tu as pu l'air trop débutant. 4 x 8 à 85 kg de développé couché, c'est pas un niveau débutant, et 4 x 20 à 12 au curl incliné, c'est plus un niveau débutant. Donc il faut, à mon avis, que tes cycles soient un peu plus, comment, pas détaillés, mais un peu plus complexes. Et ça, dans le bouquin, déjà, ça va t'aider. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, comme d'habitude, je le rappelle, il y a la formation Superphysique, il y a plus de 20 vidéos sur les cycles de progression. Je ne saurais résumer en quelques minutes, mais là, vous saurez tout. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un autre truc. On parlait de déconditionnement nerveux. Voilà, on perd vite l'habitude de soulever de lourdes charges. C'est pour ça qu'en powerlifting, en force athlétique, une des modes entre guillemets et que je trouve intéressante, c'est de toujours faire une rep à 90 ou 95% de son max avant d'attaquer ses séries. Donc, outre l'effet de potentiation, de post-activation, de réduction de déficit de force, de tromper un peu son système nerveux, on va dire ça comme ça.
et ben en fait, ça permet de toujours être conditionné à soulever des charges lourdes. Et ça, c'est un truc qui est devenu populaire il y a quelques années et qui m'a l'air d'être réalisé par de nombreux powerlifters de haut niveau, notamment en France. Ce, cette série, ce faux maxi à 90% ou 92% ou 95%, bon, ça commence à être un peu difficile, mais à 90%, ce qui n'entamera pas votre séance et vous aidera sans doute à réaliser une meilleure séance et à lutter contre le déconditionnement qui peut vite arriver. Fabrice. Ouais, je vais compléter, Rudy. Alors, c'est assez rigolo puisqu'au final, dans l'exemple que j'avais dit, bah, il peut faire une séance à 65, une séance à 70 et une séance à Ouais, voilà. 75. Voilà, ça lui fait une semaine de déload, enfin une semaine, Ouais. 2 semaines de déload pour les articulations et tout. Mais à partir de 75, il faut repartir. Bah Voilà. voilà. Et finalement, finalement, c'est le même chiffre que tu as donné. Après, tu parlais de la technique des powerlifters. Moi, ce que j'ai remarqué pour les gens comme Scart et moi, c'est que faire une montée pyramidale plutôt que d'utiliser des charges constantes, c'était pas mal. Donc une montée pyramidale, mais toujours dans un contexte de cycle, parce que du coup, bah, sur la dernière série de ta montée pyramidale, t'as une charge un petit peu plus lourde entre guillemets, et du coup, bah, t'as toujours au moins la dernière série qui est assez proche de ta charge maximum, tu vois. Et donc voilà, c'est une technique. Moi aussi, je fais du sponsoring que je donne en exemple dans mon livre. Voilà, je donne un exemple de cycle de progression sur une pyramide montante pour les exercices comme le développé couché. Je trouve que c'est pas mal quand on se déconditionne vite. Bah, Je voudrais rappeler aussi, mon cher Rudy. on verra quel est le meilleur vendeur entre nous. Je voudrais nos histoires de cycles. Donc la jeune génération a compris pourquoi on devait faire des cycles en muscu. Donc je rappelle juste les bases et nos constatations. On s'est aperçu grosso modo que la masse musculaire au naturel était corrélée la plupart du temps au perf à 3-4 séries de 8 à 12 répétitions pour les exercices polyarticulaires et puis à 3-4 séries de 12 à 20 répétitions, on va dire, pour les exercices d'isolation. Voilà, pour Là, simplifier. forte On est d'accord. corrélation entre les deux. Voilà. Alors après, si c'est le développé couché, ça ne veut pas dire que ce sera tout dans les pecs, tout dans les triceps. Voilà, ça peut varier. Le groupe musculaire peut varier selon les gens, mais il y a une corrélation. Voilà, celui qui fait 4 fois 10 à 70 au couché et que 1 an plus tard, 6 mois plus tard, peu importe, il fait 4 fois 10 à 80, c'est sûr qu'il a pris de la masse musculaire quelque part. Si c'est que sur une série, si c'était une série de 3 reps par exemple, il peut y avoir une progression qui est entièrement nerveuse. Mais sur 3-4 séries de 8 à 12, la corrélation est très très forte. À partir de là, on s'est dit comment on fait pour progresser sur 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions sur un exercice. Et est-ce qu'il faut forcer à chaque séance? On a constaté que ça ne marchait pas. Tout simplement. Ça marche un peu chez les gens qui sont doués, sinon ça ne marche pas. Ça marche sur le court terme. Voilà. Ah, calme-toi. Voilà, voilà, ça ne marche pas. Donc arrêtez de dire qu'on n'y connaît rien, ça marche pas. On a fait le test des tas de fois, ça ne marche pas. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que par contre, les cycles de powerlifting étaient très bons pour progresser en maxi. On avait vu des gens à l'époque sur le forum dans les années 2000 qui étaient orientés powerlifting et eux, ils n'arrêtaient pas de progresser sur leur barre, mais en maxi. Et ça, c'était pas nécessairement corrélé à leur masse musculaire. Donc on s'est dit, eh ben, on va appliquer. D'ailleurs, c'est peut-être Rudy qui s'est dit, c'est peut-être lui qui a eu l'idée en premier. On va appliquer la même stratégie que les power, mais adaptée à la plage de répétition qui nous intéresse en muscu. Et à partir de là, quand on s'est mis à faire ça, eh ben, hop, on s'est mis à avoir une espèce de progression scientifique, on va dire, dans la muscu. C'était plus aléatoire aux sensations de séance en séance, de forcer du plus qu'on peut et puis d'espérer que la séance d'après on ait progressé, etc. On avait une méthode scientifique de progression. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé au cycle de progression tel qu'on le propose. Et donc c'est pas du tout has-been et c'est pas du tout un truc de vieux con. C'est ce qu'on a constaté qui marche. Mais surtout, N'est-ce pas, voilà. mon cher Rudy? Non, mais voilà, on a constaté, voilà, après plein de tests. Et allez, on finit là-dessus. Mais c'est vrai que sur ces cycles de progression, moi, comme je disais, je coach depuis 2006, donc j'ai pu faire des tests sur plein de personnes. Et donc, quand à chaque fois j'avais une idée, je demandais aux élèves que j'avais, à certains en tout cas, est-ce que ça t'intéresse de tester? Je suis pas sûr de mon coup, mais voilà, est-ce que ça t'intéresse? Et donc, j'ai pu faire plein de tests. Et effectivement, ce qu'il en est ressorti, c'est que pour la majorité des gens qui a une vie à côté de la musculation et qui est pas spécialement doué pour la muscu, justement, qui a, en fonction de sa morphoanatomie, qui a peut-être pas des muscles longs, qui a des levées défavorables ou autres, voilà, et qui a pas une condition physique exceptionnelle, voilà, qui a pas fait énormément de sport durant sa jeunesse,
Et ben en fait, les cycles de progression, de planifier sa progression, de programmer celle-ci de séance en séance par rapport à ce qu'on avait fait, et ben en fait, donner de meilleurs résultats en termes de prise de masse musculaire comparativement à l'entraînement qui était préconisé par beaucoup. On disait dans les magazines, mais qui n'était jamais appliqué dans leurs vidéos, c'était s'entraîner à l'échec, forcer le plus possible, faire des techniques d'intensification, tout ça, qui dépendent énormément de la motivation du jour. Et ce qu'il faut, c'est avoir la tête libre pour pouvoir faire ça. Et en plus, les risques de blessure étaient beaucoup plus importants. Je peux vous en parler parce que j'ai pas mal de blessures en faisant des entraînements comme ça. Et donc, je me suis aperçu, après, une fois que j'avais fait mes tests sur quelques élèves, en l'appliquant avec d'autres élèves, donc les personnes qui font appel à mes services de coaching, et que ça fonctionnait beaucoup mieux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des trucs que je dis sur mon site. Encore une fois, je dis progression garantie si on fait ce que je dis, parce que maintenant, et comme je conseille à Ascart, il n'y a pas qu'une façon de faire un cycle, il y a plein de façons, il y a des dizaines et des dizaines de façons différentes. Et ça marche beaucoup mieux pour la majorité des individus, plutôt que de s'entraîner un peu au petit bonheur la chance et d'attendre que les progrès arrivent. Nous, en tout cas, attendre que les progrès arrivent, ça n'a jamais fonctionné. Et pour beaucoup de personnes, ça ne fonctionne pas, parce que sinon, ils progresseraient. Alors, on peut peut-être parler d'un problème d'implication pour certains, mais notre expérience, quand même assez importante, je dirais, nous montre que c'est plus efficace de programmer sa progression plutôt que d'attendre que les progrès tombent du ciel. Et c'est plus efficace que de forcer comme un malade en espérant progresser, parce que souvent, quand on force vraiment à fond, on se met un peu en échec global au niveau du corps, au niveau de nos systèmes nerveux, hormonaux, musculaires et autres. Et donc, on n'arrive pas sur le moyen et long terme à progresser. Sur le court terme, ça fonctionne, ça peut fonctionner, mais sur le moyen et long terme, comme il faut toujours voir là-dessus quand on est un pratiquant naturel, pour exploiter son potentiel, parce que le but c'est pas de progresser quelques semaines et après d'être niqué ou d'être coincé, on a remarqué que c'était plus efficace d'utiliser les cycles de progression, et c'est pour ça qu'on milite entre guillemets, qu'on promeut en tout cas cette façon de s'entraîner, et plutôt avec succès, parce que sinon ça ferait pas presque 20 ans que je suis là. Voilà. Ouais, ouais. Et ce qu'on s'était aperçu d'ailleurs, c'est que vraiment sur le développé couché, tous les exercices de développé forcés à chaque fois, c'était la garantie que ça ne marche pas, quoi. Ah, on était, je sais pas combien à plafonner au développé couché, ça ne marchait pas. Encore sur les exos tirages, c'est un petit peu plus tendancieux, on va dire. Peut-être que c'est plus ou moins possible. Mais alors sur les développés, ça marche pas. C'est pas possible, ça ne marche pas. Je voudrais juste aussi donner un exemple, Rudy, pour bien se rendre compte du déconditionnement nerveux. On peut utiliser un exercice qui est l'exercice de gainage abdominal. Et ça, c'est un exercice qui est entièrement nerveux. Voilà, c'est de l'isométrie, c'est le gainage abdominal. Ça n'a aucun rapport avec le volume musculaire des abdos, la durée que vous tenez. C'est entièrement nerveux. Et alors pour ceux qui ont déjà testé de se pousser sur cet exercice, ce que je recommande pas forcément, mais en tout cas s'il y en a qui ont essayé, je parle pas de tenir 10 minutes, mais je parle de tenir 1 minute d'abord à vide, ensuite avec un gilet lesté, ensuite avec un gilet lesté plus un petit peu de poids dans le dos, etc. Et ben ce que vous apercevez, c'est que si vous ne pratiquez pas l'exercice pendant quelques semaines et que vous vous dites bon j'arrête le gainage et puis à la place je fais des abdos en dynamique, des crunchs et tout ça, c'est mieux pour le rendu visuel, et c'est surtout le rendu visuel qui m'intéresse. Si après vous reprenez le gainage, et ben vous vous rendez compte à quel point vous avez perdu. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en position gainage et au bout de 45 secondes, vous allez avoir des tremblements dans la ceinture abdominale, tout ça, parce que la contraction nerveuse est plus optimum. Et c'est un bon exercice qui montre vraiment à quel point le nerveux est important dans une perf, quel que soit l'exercice considéré. Je sais pas si tu as déjà fait le test, Rudy, de pas faire de gainage pendant un moment, de reprendre, et puis tu t'aperçois que tu trembles très vite, alors qu'avant, c'était tu tenais 1 minute facile et avec des lestes. Tu vois? Oui, non, mais bien sûr, mais ça, je le remarque surtout avec les années qui passent. On me dit que plus le temps passe et plus je vois que rien n'est acquis et qu'en fait, ce que tu fais pas, tu le perds. Hein. En fait, c'est pas compliqué, que cette notion de transfert dont on parlait avant, elle est de moins en moins présente et que tout est hyper spécifique, quoi. Ce que tu fais pas, ça se barre. Ce que tu fais, tu le tiens et c'est la vie, quoi. Malheureusement, c'est la vie, quoi. C'est pas acquis. Ouais, c'est vrai. Dans le temps, on avait remarqué, par exemple, que le développé couché se transférait très très bien au développé militaire, mais ça se trouve, c'était peut-être parce qu'on avait 20 ans et peut-être qu'à 40 ans, ça se transfère je laisserai essayer, Fabrice. Je laisserai essayer, toi qui voulais rentrer dans le développé militaire. C'est le développé militaire.
Développé militaire, c'est fini. Mais effectivement, ça se trouve, on avait remarqué qu'il y avait un bon transfert dans ce sens-là. On avait vu que la progression au développé militaire se transférait pas au développé couché, ce qui semble assez normal, mais que le développé couché se transférait assez bien au développé militaire, même sans faire trop de développé militaire. Mais c'était peut-être parce qu'on était jeune, et peut-être que maintenant, il y aurait pas de corrélation. Mais comme on ne Peut-être. testera pas, on ne pourra pas répondre à cette question. Ouais, on va s'abstenir de faire du développé pour les épaules, pour essayer de s'user moins rapidement. Vu qu'on en a déjà fait énormément par le passé. Eh ben, Voilà. sur ce, Fabrice, tu étais en forme. On arrive quand même au bout de l'épisode. Je tiens à dire que Fabrice m'a gardé près de 2 heures, alors que j'ai encore une séance à faire juste après, Fabrice. Donc, je te remercie grandement. Je te remercie grandement. Alors, on espère quand même toutefois que vous avez passé un bon moment, et j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, si vous souhaitez réagir au podcast, ça se passe directement soit sur SoundCloud dans l'espace commentaire, ou sur YouTube dans l'espace commentaire. On lit, car moi je lis absolument tout. Donc, s'il y a besoin de précision par rapport à ce qu'on a expliqué, vous souhaitez corroborer, ne pas corroborer ce qu'on a expliqué ou partager, eh ben, n'hésitez pas. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec le podcast, ça se passe sur les forums Superphysique, www.superphysique.org, puis forum. Je vais faire des hors-séries, donc ça va être le moment de poser vraiment vos questions muscu, parce que je vais pas en faire toute l'année, et je peux en faire que quand j'ai le temps, et ça c'est quand j'ai pas cours pour les futurs coachs, donc c'est pas tout le temps. Donc voilà, allez-y, c'est le moment, parce que je vais attaquer peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être la semaine prochaine, je sais pas encore, on verra. Peut-être le week-end prochain. Et puis merci d'avance à ceux, encore une fois, qui laisseront des notes et commentaires dans les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Enfin, tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description pour aller plus loin, pour nous contacter, donc n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut à tous. Rudy, je vais te poser une question sur une prise de masse au mois de janvier, quand je pourrai reprendre la muscu. Allez, ciao. Je te vends plusieurs exemplaires de mon livre. Merci Rudy, je te reconnais bien là. Ciao.